Au même niveau que Van Dijk, alors, hein, c'est super. Franchement, on n'est pas loin. Oh Rosseck, c'est même niveau que Van Dijk, vous l'avez. Tac, ça a été capturé, magnifique. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Je suis avec Xavier, toujours très beau avec son col roulé. Je suis avec Thomas, toujours aussi beau tout d'un coup parce qu'il est évidemment plein de muscu et il mange énormément de protéines. Et avec Quentin, comment ça va? Ça va et toi? Quentin? Ça va bien. Ça va bien. Dis, je suis extrêmement stressé parce qu'apparemment, on m'a demandé ici dans la prod d'ouvrir ceci juste avant parce que ça vaut le coup quand même. Je me mets en risque pour vous. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Si ça se trouve, je vais me le prendre plein la figure. S'il vous plaît, likez, abonnez-vous. C'est hyper important. Là, on se met à nu pour vous. On se met en danger pour vous. Donc voilà, je vais ouvrir ce qu'il y a dans ce... Je sais même plus comment ça s'appelle. C'est une boîte. Une boîte surprise. J'ai très peur. Qu'est-ce qui se passe? Attention. Fais gaffe. Non mais là je stresse vraiment en fait en premier. Oh regardez ça, j'ai vraiment eu très peur, mais ça servait à rien parce qu'on a eu évidemment de YouTube ce magnifique trophée des 10 000 abonnés, c'est grâce à vous et je vous assure que j'ai pas du tout joué la comédie, j'ai vraiment très peur. Je pensais qu'il allait avoir des araignées sur ma tête, mais c'est pas grave. Oui évidemment c'est Halloween donc du coup j'ai toujours très peur avec cette équipe donc je vais pas vous mentir, je suis très soulagé de voir ce trophée. Je vais d'ailleurs en profiter pour l'ouvrir et vous remercier évidemment. Merci, c'est grâce à vous, hein, messieurs, en partie ce magnifique trophée. Et je vais le donner évidemment à Xavier qui va pouvoir le déposer sur la table à côté de lui. C'est super, bien sûr, de pouvoir compter sur votre fidélité. Et donc voilà, il faut continuer hein, maintenant après les 10K, les 20K, etc. Messieurs, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que il y a quelqu'un des trois qui a été au stade? Que le premier qui a été au stade lève la main. Personne n'a été au stade? Aïe, mais quelle bande de losers, c'est pas possible. Hein. Ouais. Non les gars, vous avez pas été au stade, il s'est rien passé là, vous avez pas regardé les matchs? Toi, t'as été au stade. Moi, j'ai pas été au stade du tout. Mais si, cette semaine, t'as été au stad. Ah oui, j'étais au stade, bien sûr. La semaine dernière. Mais c'est extraordinaire. Ah, Union Saint-Gilloise, Inter. En fait, moi, je ne me déplace que pour mon équipe. Hein. Fondamentalement, si c'est l'Inter qui joue, alors je suis là. Forcément, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir cette équipe tout simplement marcher hein, sur les champions de Belgique. C'est normal, hein, on parle des vainqueurs, presque vainqueurs, finalistes de la Ligue des Champions. Mais bon, voilà, c'était effectivement une autre adversité. L'Union Saint-Gilloise, il en sera question également un tout petit peu dans cette émission à la fin sur le Football Time Award. Mais je vais commencer par vous demander de prendre vos petites pancartes, messieurs, parce qu'on va démarrer directement dans le vif du sujet avec un match qui a démarré dès vendredi. Ah oui, c'était en préambule de cette nouvelle journée de Jupiler Pro League. Ouf de soulagement! Après une victoire de justesse contre Anderlecht, Charleroi est sorti de la crise après 4 défaites d'affilée. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Xavier? On va dire oui. Il est d'accord? Ouais, ok, mais on met quand même un d'accord et on est d'accord. Il y a une certaine unanimité. Mais je vais sur le mouais, parce que le mouais veut dire quelque chose. On est content de le retrouver. Thomas, je t'écoute. Donc, je vais dire oui, parce que s'ils avaient perdu, ils auraient pas pris les 3 points, et ils seraient pas à 3 points du top 6, et ils seraient dans la zone, pas de relégation, mais dans les playdowns. Donc, ça aurait été problématique. Ils n'auraient pas pris les 3 points. C'est aussi un boost en termes de confiance. Surtout face à Anderlecht, donc c'est bien qu'il ait pris, mais ça me fait un peu rire cette phrase-là, parce que justement, il y a 3-4 semaines, on était là à dire Charleroi, après 3 victoires, ils peuvent potentiellement faire partir du top, etc. Mais là, on parle encore une fois de crise. Donc tous les 4 semaines, en fait, on change de statut. Et je parle pas forcément par rapport à Charleroi, mais de manière générale, dès qu'un club fait 3 bonnes séries, bah c'est direct le top du classement. La culture de l'instant. Et dès que tu perds 3 matchs, t'es dans une crise. Donc là, on sort en effet d'une potentielle crise. Ouais. Mais voilà quoi. Ce qui est plutôt rassurant, c'est de voir une équipe qui maintenant sait tenir le 0. Ça faisait longtemps. Et a souffert aussi, hein, parce que c'est pas une équipe qui n'a pas eu des occasions à contrer. Il y a eu quand même un vrai travail défensif, et on a vu que Rick 2000, contrairement à ce qu'on disait la semaine dernière, on se posait la question, a toujours ses hommes, clairement, derrière lui. Oui, bien sûr. Après, il y a aussi un brin de chance. Il y a le poteau avec Torgan Hazard. La chance est tombée du bon côté pour Charleroi et du mauvais côté pour Anderlecht dans ce cas-ci. Mais c'est vrai que si tu avais 5 défaites consécutives avant d'aller à un derby wallon, je pense que là, ça aurait été compliqué. Et là, justement, ça donne cette petite bouffée d'oxygène pour Charleroi avant d'entamer un derby wallon qu'on va sûrement revenir en profondeur par la suite. Il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus.
Ouais, et est-ce qu'il n'y a pas notamment peut-être une dynamique positive, mais qui ne l'est pas non plus extrêmement, dans la mesure où il y a un match en milieu de semaine en Coupe de Belgique? Est-ce que ça a vraiment une valeur, cette victoire? Est-ce qu'on est vraiment sur une dynamique? On posera également la question concernant le Standard un peu plus tard. C'est ça surtout, ils jouent pas le même adversaire et je pense que le Standard a pris sa perte que Charleroi. Surtout que si le Standard, après avoir pris 4-0 à la Gantoise, perd à Beveren, qui a rien à faire, à 31 sur 33 en D1B, donc ils peuvent clairement perdre à Beveren en plus, et t'arrives après dans un derby wallon avec 2 défaites consécutives en une semaine, c'est compliqué. Donc oui, ici Charleroi, je pense, va faire largement le travail en coupe. On sait que la coupe est souvent un objectif que Charleroi essaye de prôner, parce que c'est ils aimeraient bien une fois la gagner, avoir enfin ce premier trophée, donc ils doivent tout donner ce milieu de semaine, mais clairement ils seront à fond pour le derby wallon vendredi soir. Mais paradoxalement, tu sais, et je vais poser la question à Xavier, la victoire de Charleroi me fait penser plutôt à la défaite d'Anderlecht, dans la mesure où j'ai pas eu l'impression que Charleroi ait été si autant mis en difficulté que ça. Torgan Hazard, en interview par exemple, il parlait d'un manque de constance. Est-ce que aujourd'hui Anderlecht est véritablement considéré comme un club du même niveau, au niveau du jeu en tout cas, de ce qui est proposé, du niveau cette saison? Est-ce qu'on peut vraiment faire un parallèle et trouver une forme d'homogénéité dans le collectif par rapport justement au Sporting Charleroi? Est-ce que finalement c'était un si fort adversaire que ça à battre? Est-ce qu'on parle vraiment d'un exploit concernant Charleroi dans ce match? Non, c'est pas un exploit parce qu'Anderlecht joue pas très bien. Ils ont joué genre peut-être 20 ou 25 minutes bien dans ce match-là. Le reste c'était quand même compliqué. Que le première mi-temps on a vu que Charleroi quasiment. C'est juste que battre Anderlecht, ça reste quand même toujours compliqué. Ils ont quand même pas beaucoup de défaites cette saison. Ils encaissent très peu, donc réussir à battre Anderlecht, ça reste quand même toujours compliqué. Après, c'est pas non plus un exploit, parce que Anderlecht, c'est pas la meilleure équipe de notre championnat. Bien sûr. Mais il faut quand même le faire. Ça reste un adversaire prestigieux, un adversaire, comme je dis, qui encaisse quasi peu. Donc au final, réussir à le battre, au final, cette saison, à part l'Union, Zult, mais c'était un match compliqué entre 2 Coupes d'Europe. Et Charleroi, personne n'a battu Anderlecht. D'habitude, ils font souvent des matchs nuls ou autres, donc c'est quand même une belle performance de Charleroi d'aller chercher les 3 points. Thomas, c'est 2 équipes que tu aimes beaucoup, que tu suis énormément. Quand je parle d'homogénéité, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que ça va dans le sens de tes analyses et des matchs que tu regardes? Est-ce qu'on voit 2 équipes qui fondamentalement ne sont pas largement supérieures l'une à l'autre? Non, ils ont le même niveau, même sur papier, je trouve que c'est plutôt ressemblable, mais il y a plus, c'est plus homogène du côté de Charleroi parce que tu as vraiment un 11 type avec des joueurs clés. Et du côté d'Anderlecht, tu n'as pas ça, donc tant que tu n'auras pas un attaquant fixe avec des buts, bah tu pourras pas parler d'une équipe homogène, pas possible. Et surtout en défense centrale non plus, c'est trop léger la défense centrale, je l'ai déjà dit, mais je me répète. Ah, pas pour Razi apparemment. Oui. Quand on entend quand pas pour Razi, je dis parce que quand on entend son interview, quand il dit qu'il y avait 3 seuls bons joueurs en première mi-temps, c'était le jeune de 17 ans et les 2 défenseurs centraux, c'est ses propos. Je pense qu'on n'a pas vu la même première mi-temps de Hey que lui et nous. Oui, mais j'ai pas l'impression parfois qu'il communique sur ce qu'il pense. J'ai l'impression qu'il a plutôt envie de communiquer sur des messages qu'il a envie d'envoyer par rapport à son groupe. Il se sert un peu de la presse comme étant quelque chose qui peut instiguer ou motiver ou provoquer ses joueurs. Mais je reviens sur cette histoire de manque de constance. Effectivement, ça commence à se voir, surtout devant. Le but annulé d'Angulo, par exemple, pour moi, c'est tout simplement une erreur de concentration. C'est-à-dire que Angulo peut très bien marquer ce but. Je veux dire, c'est assez simple quand on est attaquant de faire le petit pas de recul, de se mettre onside et derrière de finir son action. Donc on sent aussi que parfois, peut-être même dans l'alignement, dans ce qui est proposé, dans la préparation des rencontres, si Azi avait fait par exemple le discours, on avait parlé en entraînement en disant mais replace-toi autrement, à un moment donné tu dois pouvoir t'aligner par rapport à tes défenses, c'est le rôle d'un entraîneur d'empêcher ce type de positionnement offensif. Le problème on n'est pas dans la vie de groupe, hein. Peut-être qu'Azi le fait, mais quoi qu'il arrive, on peut critiquer Azi dans un sens ou dans l'autre, mais quoi qu'il arrive sur le terrain c'est les 11 joueurs. Hein. Ouais, même si Azi lui dit, c'est pas lui qui va le prendre par le cou, recul d'1 mètre, tu vois. Il peut lui avoir dit, peut-être, j'en sais rien, il lui a peut-être pas dit, hein. Je veux pas dire ce que j'ai pas dit et te contredire, mais je veux dire, quoi qu'il arrive sur le terrain, si Angulo décide de se mettre hors jeu, Azi, il a beau faire tout ce que tu veux, des séances tactiques, des séances vidéo, tout ce que tu veux, sur le terrain, quoi qu'il arrive, ça reste les 11 joueurs. Et quand tu vois le 11 aligné par Anderlecht, pour moi, c'était quand même un bon 11.
Mais après, si sur le terrain, les joueurs font pas le boulot, c'est pas le problème bon, tout le temps du coach. Hein. Le meilleur 11 qu'ils peuvent aligner, malheureusement. Voilà, non, mais je je trouve ça très intéressant. Je vais te donner la parole, Thomas, parce que justement, ici, on a deux adversités. On met la responsabilité sur l'entraîneur du côté de Quentin, on met la responsabilité sur les joueurs du côté de Xavier. Toi, t'en penses quoi? Moi, c'est l'entraîneur, hein. Je vais pas changer d'avis. Je vais pas retourner ma veste. Depuis le départ, Aziz, c'est une erreur de casting. On l'a déjà dit plein de fois. Donc, a priori, pour moi, je resterai sur ma position. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi la direction met autant de temps pour mettre un terme à cette collaboration. Bon, c'est sûrement un choix financier ou un choix de crédibilité, parce qu'à force de toujours supprimer et virer des entraîneurs, tu perds un peu ou pas avoir d'idée de par qui le remplacer aussi, peut-être. Ouais, après, ouais, ça aussi, ouais. Vu le mercato passé, je peux potentiellement penser que ce soit ça aussi, parce que tu vois qu'il n'y a pas vraiment de structure dans le recrutement, que ce soit aussi bien dans les entraîneurs que les joueurs. Et j'ai l'impression qu'on le garde pour se dire Anderlecht cette fois-ci a décidé de ne pas virer son entraîneur. Tu vois, en fait, encore une fois, on revient sur cette histoire de la manière dont Bechnikazi communique. Il communique pas pour tout simplement être honnête par rapport aux choses vis-à-vis de la presse. Il communique pour envoyer un message. Là, Anderlecht garde quelque part Bechnikazi pour envoyer un message en disant mais regardez, en fait, on est quand même un club stable, même si notre entraîneur perd, on sait entre guillemets qu'on croit en lui. Et il va pouvoir peut-être faire des résultats par la suite. Est-ce que c'est pas juste un jeu de communication en fait? Ça témoigne d'un manque d'ambition, clairement. Parce que si Anderlecht avait de l'ambition, il l'aurait déjà licencié, il n'aurait pas accepté que ça joue comme ça, qu'il y ait des résultats pareils. Et Anderlecht, je suis désolé, mais ça reste Anderlecht, ça doit viser le top 3 du championnat belge. Et donc si la direction ou les personnes qui prennent ces décisions-là avaient de l'ambition, ils n'auraient pas hésité, ils auraient licencié Aziz et ils auraient pris un autre entraîneur. Donc là, c'est clairement pour moi, d'un point de vue extérieur, je trouve que ça témoigne d'un manque d'ambition et de se dire on se contente de ça, et voilà, et on fait avec ce qu'on a. La direction d'Anderlecht n'a pas d'ambition, Thomas? Je pense que je pencherais à dire oui, parce que quand tu vends Dolberg en fin de mercato, tu perds déjà un très gros joueur, donc tu sais que la saison va être compliquée, parce que bon, certes t'as Vasquez et Bertaccini, mais ça remplace pas un certain Dolberg, donc oui, tu perds en ambition. Et même quand on compare l'effectif aujourd'hui avec celui d'il y a 2 ans, alors qu'on râlait justement que l'effectif n'était pas assez bon, je me dis en fait, c'est un des pires effectifs d'Anderlecht ces dernières saisons, parce que je pense notamment, et je l'ai déjà dit, je pense aussi, t'avais une paire défensif Vertonghen de Bast, on râlait, on disait ouais c'est nul, c'est mauvais, c'est pas bon si ça là, mais là aujourd'hui on joue avec Hey et Kana. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est après Hey était quand même considéré comme un joueur capable d'entrer comme titulaire lorsqu'il a été recruté. Il a été recruté. Il a été recruté pour ça, pour être titulaire. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je dis le recrutement, que ce soit pour les entraîneurs ou pour les joueurs, n'a pas été au niveau d'un Anderlecht qu'on aimerait voir. D'accord, ok. Donc du coup maintenant, moi je vais vous poser une question très simple. On a Wils du côté de l'Antwerp, on a Thorsten Fink du côté de Genk et on a Aziz du côté du RSCA. Les trois sont en situation de difficulté. Lequel on vire en premier? Wils, 2 sur 21, excuse-moi, mais... Ouais. c'est laborieux, quoi. Ouais, tu commences j'ai été voir plusieurs fois des matchs de l'Antwerp. C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est très compliqué au niveau du jeu. Tu veux dire qu'il a pas réussi à créer une osmose au sein de l'effectif. Et les résultats, quand tu tapes aussi en l'Antwerp, 2 sur 21, c'est inacceptable. Ok, on a Wils. Pareil pour Thomas. J'hésite parce que si je tape très envie de mettre Aziz dehors. Oui, c'est pour ça que je tape aussi fort sur Aziz. Donc en fait, je vais dire Aziz, même si dans un contexte normal, j'aurais dit Wils, mais Aziz. Quentin choisit Wils, Thomas choisit Aziz et Xavier choisit Wils aussi. Wils aussi. Ok, c'est intéressant. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que 2 sur 21, c'est scandaleux. Tu t'appelles l'Antwerp, tu dois quand même être plus haut que l'Antwerp est 8e place. Enfin, toi. La zone rouge. Après, c'est bien d'avoir donné une chance à un entraîneur jeune. Ça a réussi. Et il manque pas grand-chose à ce week-end, ils auraient pu prendre un point contre Bruges, clairement, par exemple. Ouais, c'est vrai. Mais le jeu et même l'effectif de manière générale n'est pas assez étoffé pour être dans le top 6 pour ma part. Et donc Aziz ne sera pas le prochain entraîneur viré. Non. Ce que je comprends. Il manque d'ambition. Ouais. La direction ne laisse pas le virer. Donc ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Je pense que c'est plus ça, parce que c'est aussi une question une question financière, je pense. Ouais, une question financière. Eh bien, super. On va continuer sur le d'accord, pas d'accord, et on avance, évidemment, avec la rencontre, qui était pas si passionnante que ça. Je suis désolé de le dire, je me suis un peu ennuyé, moi, devant mon écran, dimanche à 13h30, entre l'Antwerp et le club de Bruges. On va en reparler. Évidemment, tu vas avoir l'occasion de dire son avis. Contre l'Antwerp, le club de Bruges n'a eu besoin que de quelques accélérations pour gagner. Le club de Bruges annule ses adversaires, puis gère.
ce qui nous donne un match ennuyeux, peu spectaculaire, et fondamentalement, ça tue la saveur de notre compétition en Jupiler Pro League. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Xavier n'est pas d'accord, Thomas n'est pas d'accord, et Quentin, pardon, est tout à fait d'accord. Je vais démarrer avec toi, Quentin. Ouais, je suis un peu déçu du club de Bruges en championnat. On sait clairement que la priorité, c'est de loin la Ligue des Champions. On le voit dans la façon de jouer, dans les résultats, et d'un point de vue financier, il y a pas photo. La Ligue des Champions rapporte beaucoup plus que le championnat belge. Et ils savent aussi que la gestion du championnat belge, ici, comme Niki Hayen a dit, on gagne 1-0. Si on peut gagner 1-0 tout le temps, moi je suis content. Parce qu'il a un peu ce manque de suffisance. Moi, quand je vois le club de Bruges, quand je vois les joueurs qu'il y a, et quand je vois la suprématie qu'ils peuvent avoir dans le football belge, je m'attends à ce qu'il gagne limite 3-0, 4-0, un peu comme un Bayern Munich le fait en Bundesliga. Et donc, oui, je trouve que quand il y a ce 1-0, ça leur a déjà porté défaut à 2-3 reprises, surtout la saison dernière, on en a déjà parlé ici, où des fois, ils se contentaient sur 1-0, et en fin de match, bam, il y avait le 1-1, il y avait des mauvaises surprises pour eux et tout. Donc, ouais, moi, j'aimerais bien que ça soit un Bruges plus dominant, et qui arrive à faire ce 2-0, ce 3-0 et tout. Maintenant, après, les joueurs, ils sont sûrement aussi fatigués de jouer tous les 3-4 jours. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils n'arrivent pas à se donner à 100% à chaque fois dans tous les matchs du championnat belge, c'est aussi une possibilité. On se repose donc sur ces acquis, selon Quentin, côté brugeois. Pas d'accord avec ça? Le truc, c'est qu'ils ont déjà quand même perdu face à la Louvière, face à Malines cette saison. Ce match-ci, comme le disait Xavier précédemment, c'est que... Il s'appelle Xavier, ça fait quand même 5 ans que tu travailles avec lui. Ouais, tu dis ça, mais il y a genre 2 minutes, tu l'as appelé Thomas, donc... Bref. Du coup, non, je disais qu'ils ont perdu face à la Louvière Malines, et ce week-end, ils auraient parfaitement pu prendre qu'un seul point face à Lanterre, parce que je pense que Lanterre a eu des occasions quand même assez franches, et ils les ont ratées, donc je trouve que... Ouais, mais Bruges a cette capacité, on l'a vu dans les matchs précédents, je pense, mais c'était contre Westerlo où ils perdent 4-2, et quand ils ont envie d'accélérer... Ouais. Ça accélère, bam, 4-3, 4-4. Ils ont cette faculté et cette dominance normalement de base du championnat belge, notamment avec des joueurs ils ont des game changers, ils ont un effectif, ils ont un collectif, ils ont un peu tout. Que là, si l'Antwerp revenait au score au 1-1, Bruges aurait tout fait pour aller mettre le 1-2. C'est peut-être aussi l'accumulation de matchs, parce qu'on est sur vraiment beaucoup de matchs. Là, on est vraiment dans une période creuse avec les trêves internationales aussi. On a des Solis, des Valaken, des Mekelaisu, ils jouent aussi avec c'est vrai que ça casse beaucoup le rythme du championnat. Ouais, ça casse. Surtout quand tu parles de septembre, octobre, novembre, c'est vraiment enchaîné. Donc après, jusqu'à mars, t'as plus rien. Donc c'est vraiment assez spécial, mais ça casse, comme tu dis, des fois le rythme de la compétition. Ouais. Et Xavier, donc le trop haut niveau du club de Bruges, moi le sentiment que j'en ai, c'est que parfois ça casse un peu la compétitivité. C'est ce qu'on expliquait avec Thomas. Est-ce que tu rejoins cet avis-là, ou est-ce que toi tu penses que de toute façon, peut-être que c'est la période qui fait que c'est plus un peu plus haché, donc il y a moins de rythme, et que ça va peut-être se resserrer à un moment donné. Parce que je te donne mon sentiment. Pour moi, si ça continue comme ça, le club de Bruges va être tranquillement champion, même avec ses playoffs 1. Il n'y aura pas vraiment quelqu'un qui va venir les déloger au regard de leur capacité, comme le disait Quentin, à accélérer sur un moment important tout de suite, et derrière de gérer un peu comme des sénateurs en fait. On n'a pas l'impression qu'ils sont remis en question dans ce championnat. Oui, clairement. Enfin, ils sont clairement supérieurs, ça je dis pas le contraire, mais je trouve que des fois, ils montrent pas qu'ils sont supérieurs, comme on l'a dit avec Thomas. C'est que ce week-end, par exemple, je pense ils doivent au moins faire 2-0 pour être sûr que pour le même prix, et c'est pas la première fois, c'est déjà arrivé plein de fois, même les autres saisons. L'Antwerp a eu plein d'occasions, parce que Janssen, pour le moment, il est vraiment pas dans, je sais pas, il a pas la confiance. On dit toujours qu'un attaquant, il marche sur la confiance, tout ça. Pour le moment, ça tourne pas pour lui, mais le nombre d'occasions que, d'habitude, c'est 50 fois goal, et là, il les rate, même d'autres joueurs de l'Antwerp, pour le même prix, Bruges fait 1-1 ce week-end, Il manque une très grosse occasion, donc, Janssen, période. Bruges est supérieur, mais ils n'arrivent pas à être vraiment supérieurs pour être bien sereins pendant le match, tu vois. Qu'il y a plein de matchs où, comme contre la Louvière, ils font 1-1, ils gagnent 1-0. C'est pour ça que je trouve qu'ils sont pas forcément actuellement en championnat. 0-0 contre la Louvière. Ouais, j'ai dit qu'ils ont perdu, mais c'est l'Union qui a perdu contre l'Union, j'ai confondu. Avec à nouveau un gros match de ton futur joueur de la semaine, on en parlera dans quelques instants. Mais par contre, tu dis que le club de Bruges va être champion de manière tranquille, là je suis pas forcément d'accord avec toi. En fait, je explique ce que je veux dire. Honnêtement, le club de Bruges, de la façon dont ils gagnent leur match, moi je trouve que c'est jamais comme s'ils étaient vraiment fondamentalement mis en danger. Tu vois, donc oui, mais ils sont jamais mis dans leur dernier, tu vois, dans leur dernier tranchement, ce qui les pousse à être dans des situations ultra difficiles, et ce qui fait que quelque part eux-mêmes se sentent un peu challengés. J'ai pas l'impression qu'il y a une équipe qui va venir challenger cette saison le club de Bruges. C'est un sentiment que j'ai au regard des matchs que j'ai vus du club de Bruges à l'heure actuelle. Peut-être que ça va changer dans les prochaines semaines. Ouais, mais je parle pas forcément du club de Bruges, je parle par rapport à l'Union. Est-ce que t'as pas cette
cette réflexion aussi par rapport à l'Union. Mais je suis Parce que encore moi, en questionnement parce que le départ de Sébastien Pocognoli, pour moi, change beaucoup de choses. Tu trouves ça change vraiment beaucoup de choses? Bah, dans la mesure où David Hubert est un bon entraîneur, mais je ne sais pas si c'est lui qui va porter véritablement le niveau de l'Union avec toutes les échéances européennes qu'on connaît, qui n'était pas le cas la saison dernière, au même niveau que celui du Club de Bruges, alors que le Club de Bruges a l'effectif pour faire ça. Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire, mais je reviens un peu sur ce qui a été dit la semaine dernière. C'est qu'on parle d'une certaine ADN du côté de l'Union, et je pense vraiment que c'est le club qui a créé, qui a formé le style de jeu. C'est pas forcément l'entraîneur, parce que tu vois vraiment toujours le même type de dispositif dans le match, et la même façon de travailler, d'attaquer, etc. Donc je pense que Hubert a juste repris les plans de Pocognoli, et ça marchera jusqu'en fin de saison, je pense. Donc, je vois pas de toute façon, au début de Parce que les saison, joueurs on avait sont quand là. même des questions. Nous, les joueurs sont là, il n'y a pas de joueurs enfin, je veux dire, Pocognoli est parti pour un plus grand club, donc on a dû remplacer Pocognoli, mais les joueurs sont là, le système est là. Je pense juste que Hubert va reprendre quelques trucs, mais il va pas changer grand chose. Et si c'est pas lié à Pocognoli, c'est peut-être lié à la qualité de l'effectif, alors. Bah oui, voilà, moi c'est vraiment la qualité de l'effectif. Et en plus, s'il met Ross Sykes à la place de Leisen, franchement là c'est sûr qu'ils sont champions. Et c'est incroyable. C'est quelque chose qui Il t'a donné un billet pour en parler sur l'émission? Non, ce joueur je trouve exceptionnel, et il me l'a encore démontré ce week-end. Exceptionnel. Ouais, Ah bah pour écoute, moi, super, on pour va moi, le mettre au même niveau que Van Dijk, alors hein, c'est super. Franchement on n'est pas loin. Oh Rossec, c'est même niveau que Van Dijk, vous l'avez, tac, ça a été capturé. C'est joke, c'est joke. Non, c'est blague. Mais non, mais je veux dire, pour moi il est meilleur que Leisen, et il a encore prouvé ce week-end. Ça va encore parler sur les réseaux, hein, tout ça. C'est une blague. Non, c'est super, c'est bien. On aime ce genre de prise de position. Il nous a manqué la semaine dernière de Thomas. Ça fait plaisir. Et comme quoi, d'ailleurs, je fais une petite digression par rapport à la semaine dernière. On est vraiment une émission qui aide à faire retrouver du travail. On devrait peut-être être sponsorisé non pas par le Clubhouse, mais plutôt par Pôle emploi, vraisemblablement, parce qu'à chaque fois, je pense qu'on devrait ouvrir une association, retrouver de l'emploi dans le football. Les entraîneurs qui sont sans emploi, ils vont nous payer pour venir dans l'émission, ils vont dire ouais, comme ça je vais trouver un boulot. Exactement. D'ailleurs, le prochain invité sera un entraîneur de coach d'une grande équipe, mais dans le secteur des jeunes. Donc peut-être que lui aussi, il voudra venir pour essayer de trouver un travail en équipe A. Thomas. Ouais, mais pour revenir sur l'Union, donc parlons un peu sérieusement. Oui, voilà, c'est un cas différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est un entraîneur qui est parti pour un plus grand club. Ouais. Donc le système est là, l'effectif est là. Pour moi, je pense qu'il y aura pas grand-chose qui va changer, et je miserais quand même plus sur l'Union champion que le club de T'as Bruges. quand même un Promise David qui est vraiment pas en forme. Hein. Il est pas en forme, mais tu vois qu'il est là, il est présent, il a des occasions, ça viendra. Dès qu'il marquera, ça va repartir. Ou il partira en janvier ou autre. Oui, ça peut-être pas, vu sa forme, je pense pas qu'un club ouais. va se positionner. Mais de toute façon, même que ce soit David ou un autre, il y a plein d'attaquants dans cette équipe qui savent marquer. Donc je m'inquiète pas pour la position du numéro 9, contrairement à la position du numéro 9 du côté d'Anderlecht. J'étais pas loin de la dirigeance de l'Inter du côté du match au Lotto Park, c'était mercredi ou mardi. Ouais. Je peux t'assurer qu'ils ont pas aimé Promise David. Ah ouais, non, son match là. Ah mais il va pas du tout être transféré à l'Inter, hein, au vu de ce qu'ils en ont dit comme ça en tribune. Parce que justement, il a été quand même assez impressionnant et dominant, je trouve, les 20 premières minutes, tout comme le reste de l'équipe de l'Union, parce que tu dis ouais, l'Inter a marché sur l'Union, mais jamais de la vie, désolé, après 20 minutes, ça devait être 2-0. Donc si c'était 2-0, si les occasions avaient été marquées, je pense que ton petit club de l'Inter n'aurait pas gagné 0-4. Au final, au final, ça fait 4-0, hein, on est d'accord. Oui. Et effectivement, il y a eu 15 minutes où en fait l'équipe B de l'Inter se mettait tout doucement en bleu de chauffe, et puis effectivement on a vu que Promise David ne savait pas contrôler un ballon face au but, hein. Ça c'est évidemment quelque chose qui nous est pas passé en travers le regard, mais c'est pas grave. Cette Union Saint-Gilloise pour Thomas est donc bel et bien, il est mort de rire Quentin, bel et bien à fond mais je suis désolé, mais attends, mais juste non mais c'est super intéressant. Vous êtes d'accord avec moi? Ça devait être 2-0 après un quart d'heure. Toi t'es pas objectif par rapport à l'Union a fait 20 premières bonnes minutes. Ça devait être 2-0. Pour moi ça devait être 2-0, et c'est un tout autre match. Voilà. Parce que bon, tu dis que David a raté, mais Martinez, c'était pas forcément mieux non plus. Hein. C'est la grande différence entre les grandes équipes et les équipes qui doivent encore grandir, mais qui le seront, j'en suis sûr. J'aime beaucoup l'Union Saint-Gilloise. J'ai discuté avec Alex Muzio, le président, en avant-match. Voilà, il y a de la dynamique. Il est très très ambitieux. Je suis certain qu'à un moment donné, ils pourront rivaliser contre une équipe comme l'Inter. Donnons-leur 5 à 10 ans. Voilà, on leur espère, on leur souhaite. Et pour le football belge, on le souhaite aussi. Ouais. On leur souhaite, l'Inter qui a perdu contre Naples.
Naples. Ça fera plaisir évidemment à Thomas. Défaite 3-1 de l'Inter du côté de Naples. Grande équipe, petite équipe. Voilà. Et on en parlera d'ailleurs de ce match parce que effectivement, ça a des vraies conséquences sur l'équipe nationale de Belgique. Et ça fait un petit peu moins sourire. Le match de la semaine maintenant avec, j'ai envie de vous dire, la défaite décevante du Standard de Liège contre Gand. Victoire 4-0, je pense, de la Gantoise contre le Standard de Liège. Alors, je récupérais une petite phrase, un tweet d'ailleurs que j'ai vu dans des tutos supporters du Standard et j'ai décidé d'en faire une question. Est-ce que les joueurs du Standard se sont comportés comme des pourris gâtés chez les Buffalo, Xavier? Je sais pas s'ils sont comportés comme des pourris gâtés, mais en tout cas c'était clairement un match sans. Et quand tu regardes, on peut faire la parallèle. La semaine dernière, Gand, c'était la même chose à leur niveau. Il était catastrophique. Ici, leur niveau était un peu mieux. C'est les Standards, ils sont complètement passés à travers le match. Après, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de lacunes au niveau du Standard, même s'ils ont fait 2-3 bons matchs auparavant. Mais c'est vrai qu'on voit que défensivement, enfin, à tous les endroits, le Standard n'était pas du tout dans ce match-là et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour Vassavrar. Thomas, je veux m'arrêter sur une phase. Après, je te laisse aller. Comment est-il possible de donner autant d'espace dans l'axe d'une défense centrale sur le but de Gandelman, le 2-0? C'est un truc de fou en fait. Ah oui, sur la passe décisive de Gore. Après l'action, désolé, elle est super belle. L'intelligence de jeu de Gore, elle est belle, même si il laisse beaucoup trop d'espace. Il laisse énormément beaucoup d'espace. Mais je l'en avais parlé avec Quentin en off. Otiki, je le trouve un peu ailleurs, pas concerné, moins impliqué. Donc je suis un peu déçu de son niveau à lui. Donc et après tu disais aussi c'était une défaite décevante. Certes, elle est décevante, mais pour moi elle est plutôt surprenante parce que la semaine dernière la Gantoise perd 4-0 et gagne la semaine d'après 4-0. Donc c'est quand même assez étonnant parce que justement je pensais que suite aux blessures des joueurs clés du côté de Gand, donc Kanga, Kadri et Skoras, que le niveau allait bien baisser et que le Standard allait forcément gagner cette rencontre-là. Donc j'étais assez surpris du niveau, mais je pense que le but assez rapide dans la rencontre sur corner, un bête but parce que bon, tout le monde la touche, Van der Heyen profite de cette situation où il tire, bon, elle est bien placée, Fossé la touche encore. Je pense que les deux buts en début de match les ont vraiment cassés et les ont mis complètement hors match. Non mais Quentin. Thomas. Donc, non, mais je vais poser la question à Quentin. Je sais très bien que tu t'appelles Thomas. C'est l'attitude, moi, qui me pose question. Ouais, c'est ça. C'est l'attitude des joueurs du Standard de Liège. Ouais, quand on voit, j'ai l'image d'un Marlon Fossé qui revient très 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 lentement, par exemple, sur des contre-attaques, de la Gantoise. Oui, c'est l'attitude, ce manque de motivation, ce manque d'envie. En fait, c'est, je pense que c'était Yannick Ferrat qui en avait parlé ici en tant que coach du Standard, que quand il y avait une victoire, le match d'après, c'était catastrophique. Il y a eu une victoire contre l'Antwerp, le match d'après, c'est catastrophique. C'est à l'image du Standard, on en parle depuis des années, ils n'arrivent pas à trouver cette régularité. Et c'est vraiment triste. Et pour moi, je pense que la Gantoise, Standard, Charleroi, on peut tous les mettre dans le même sachet. C'est une culture de l'instant, on va dire aujourd'hui qu'ils jouent bien, dans 2 semaines on va dire qu'ils jouent mal, dans 4 semaines on va dire qu'ils jouent bien. Et c'est toujours comme ça, ils n'arrivent pas à être réguliers. Et c'est un gros problème si tu veux un moment passer ce cap, ce step, et à te rapprocher un peu de ce top 3. Et parce qu'en championnat belge, il y a que 2 éques qui sont régulières. C'est l'Union. C'est des équipes qui réagissent beaucoup plus qu'elles agissent. En fait. C'est vraiment ça, et c'est ça le problème. Ils sont beaucoup trop dans. Je sais même pas comment l'expliquer. Comment c'est fait qu'à chaque fois ils sont comme ça. Il y a beaucoup d'équipes. Hein. On peut mettre Genk aussi dans le même sachet. Il y a tellement d'équipes qui sont comme ça. Et c'est ce qu'il faut aussi, ce championnat qui est très homogène, hein, où tout le monde peut battre tout le monde, où tout le monde peut accrocher tout le monde, parce que t'as pas cette régularité, et ils sont capables de tout. Le Standard est capable d'aller perdre à Beveren, ici, contre une équipe de Division 2, qui fait un très bon début de saison, soit dit en passant, mais après, aller faire quelque chose, genre même gagner un 2-0, à Sclessin vendredi soir. C'est possible. Mais comme ils peuvent également perdre un 0-2, à Sclessin, c'est impossible à prédire et je sais pas ce qui se passe, si c'est dans la tête des joueurs, je pense que ça peut même aller plus loin, c'est peut-être dans la structure du club, dans le dynamisme, parce que c'est pas que maintenant, c'est depuis des saisons qu'on parle de ça. Donc, mais quand tu vas gagner avec l'ambition, l'énergie, la volia, comme on dit, et de manière assez intéressante aussi, hein, contre l'Antwerp. Bien sûr, ils ont bien joué. C'est inacceptable de se prendre 4-0 derrière la semaine. Enfin, c'est incompréhensible. Mais moi, c'est pour ça que j'ai parlé d'une défaite décevante, parce que
personnellement, je comprends même pas comment c'est possible d'avoir une telle différence dans la mentalité sur quelques jours, en fait. Ouais, peut-être bah après, moi, je dis, c'est vraiment les deux premiers buts qui les ont hachés, mais il y avait aussi un certain manque de créativité dans le jeu. Le Standard n'a pas beaucoup de possibilités en termes de créativité. L'une des seules, bon, bah, c'est Abid qui était pas là lors de ce match. Ça joue beaucoup, je trouve. Ouais, Coavita, c'était parce que compliqué. Coavita à droite, bah oui, mais c'est ça le truc, c'est que t'es obligé de mettre un milieu de terrain en ailier côté droit. T'as aucune possibilité sur le banc. Et donc, pourquoi tu changes pas ton système dans ce cadre-là? Bah parce que il a instauré quelque chose. Donc changer juste parce qu'un joueur est suspendu et après reprendre après, c'est pas bon. Donc il y a pas d'ailier, par exemple chez le U23, des jeunes talents qui sont capables de prendre la position d'Abid. Je connais pas les jeunes chez le Standard, mais en effet ça. Quentin il semble les connaître puisqu'il dit que c'est triste. Bah ça devrait exister, c'est ça. Ça devrait exister, mais justement c'est triste. C'est ça qu'il veut dire. Mais du coup je me dis quand tu crées un effectif, donc je parle pour Marc Wilmot, si tu crées un effectif en été que tu sais dans quel système tu vas jouer parce que tu l'as un peu imposé à ton ancien entraîneur, bah tu sais que tu as quand même besoin une option de rechange sur le banc, et aujourd'hui on n'a pas. Même côté gauche, tu mets qui, c'est Saïd, il se blesse. Normalement c'est Mort qui est censé passer du coup un peu plus offensif. Mais oui, mais du coup on revient au même problème. T'as pas recruté derrière gauche, donc au final je reviens dans la même constatation, c'est que ton mercato, certes dans la globalité, il est plutôt réussi, je trouve, mais dans le fond, il n'y est pas. Et le plus compliqué, ce sera évidemment cette blessure de Marco Ilaramitra, parce que c'est véritablement le poumon dans ce cœur du jeu. Moi, je l'ai trouvé très intéressant dans les matchs importants, notamment, j'étais au stade contre Genk, et je trouvais qu'il était une vraie boussole. Il apportait un équilibre vraiment à cet effectif, et c'était surtout le premier lanceur, Xavier. C'était lui qui venait dynamiser à chaque fois les prises de balles et les offensives, les phases de domination du Standard. Et on sentait qu'il arrivait, quand il était mis sous pression, à chaque fois à se retourner, etc. Là, on a peut-être déjà compris, on va se projeter sur Standard Charleroi, que du côté des Zèbres, on sait sur quoi on va vouloir appuyer. Tout de suite, la récupération haute, on se projette, ce qu'on appelle les high turnover, et on va aller se créer des occasions derrière. C'est ça le gros danger du Standard. On a vu que c'est ça aussi qui a été un problème contre Gand. Oui, clairement, c'est vrai que sa blessure, ça va être un gros problème parce que mettre qui à sa place. Après, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui vont devoir prendre leurs responsabilités. Je pense qu'un milieu de terrain, Saabo, Nielsen, ça doit pouvoir faire le boulot. En tout cas, ils doivent montrer qu'ils méritent leur place. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que pour Charleroi, il y a peut-être à quoi jouer, surtout au milieu de terrain, parce que avec Marco en moins, ça va être peut-être plus compliqué pour eux. Thomas n'est pas d'accord, Xavier. Non, il est important dans l'équipe. Oui. On peut pas s'en passer, c'est sûr. Mais je m'inquiète pas tant que ça, parce que si tu décides de mettre Amessatou au milieu de terrain, je pense pas que ce soit problématique. C'est un joueur qui a prouvé, qui a de l'expérience dans notre championnat. Donc c'est aussi un lanceur, c'est aussi quelqu'un avec de la hargne. Je trouve qu'ils ont un peu le même. On en parlait aussi avec Quentin, pas forcément le même style de jeu, mais la même arme, la même combativité. Donc je pense qu'à ce niveau-là, j'ai pas forcément peur, mais j'aurais peur si on met un Nielsen Sabo. Ça oui, ça je pense que ça va être compliqué. Et quel changement on fait, Quentin, toi qui connais parfaitement cet effectif du Standard, qui verrais-tu par exemple titulaire pour éviter de prendre l'eau à domicile contre Charleroi? Comment est-ce que tu réorienterais quelque part la tactique de cette équipe? Alors j'essaie de garder un peu la même base qu'il a mis contre l'Antwerp à domicile. Donc déjà le retour d'Abid, c'est inévitable du côté droit, Rafiki Saïd à gauche. Je suis un peu déçu des rentrées de Nkada. C'est quelqu'un qui j'ai pu le dire ici, j'avais pas mal d'espoir sur lui. J'ai eu beaucoup de retours de suiveurs de la Ligue 2. On savait qu'il était à Rodez l'année dernière. Rodez si tu veux. Comme quoi il y avait pas mal de buts, qu'il était bon, que c'était un bon finisseur et tout. Ouais, ces rentrées, je le sens pas forcément dedans. Il manque même cette combativité et tout. Je suis un peu déçu de lui. Donc je garderai Anayensa qui a bien mouillé son maillot contre l'Antwerp, qui s'est bien battu avec Thomas Henry. Je suis étonné parce que il y a quelques semaines t'avais critiqué Anayensa. Il faut savoir se remettre en question. Bravo. Exactement. Bravo. Et non, mais je lui dis, non, contre l'Antwerp, il a bien joué. Il s'est bien battu contre l'Antwerp. Il a bien mouillé le maillot. Il y a une Nkada est décevant, donc Ayensa doit rester titulaire. Je suis d'accord avec Thomas que je mettrais bien un Messatou avec Nielsen, parce que on en parlait notamment, c'est quelqu'un qui a de la combativité et il va en falloir dans ce milieu de terrain, parce qu'ils se sont fait marcher dessus ici contre la Gantoise. À gauche, Mort c'est pas sa place, mais pareil contre l'Antwerp, il a fait un très bon match, il m'a agréablement surpris, c'est bien battu. Karamoko, et je suis aussi d'accord que Hotkit, un petit retour sur le banc serait pas mal, et un Karamoko qui soit pourrait avoir sa chance à la place d'un Eli Marretra, parce qu'on sait que de base c'est un 6, mais qui dans l'axe a montré de belles choses, peut-être le tenter avec Omaou et ce serait pas mal, ouais. Ça, je serais super intéressé par le fait de voir à la fois Karamoko et Omaou associés. Et pourquoi? Parce que déjà Omaou et Karamoko sont des grosses baraques, et c'est qui en face? C'est Scheidler.
Et vas-y, pour aller dans les duels de la tête sur Scheidler, il va falloir vraiment deux défenseurs qui vont y aller. Ah oui, c'est certain, tu vas à la guerre. Hein. Scheidler, déjà, son nom de famille t'inspire la guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, t'imagines un peu quand tu penses au duel possible avec Ah, ça va Omahu. être quelque chose. J'espère aussi que ce qui s'est passé avec la commotion cérébrale d'Omahu va pas, entre guillemets, lui retirer un peu d'engagement. Parce que c'est sa grande force, hein, Omahu. Dans les débuts de saison, ouais. les rencontres face au Standard, elles étaient vraiment émaillées de ces prises de position hyper fortes qu'il avait sur le terrain. Il allait au duel à chaque fois contre Contre l'Antwerp, post-toi, j'ai pas... Contre l'Antwerp, ça t'a pas gêné. Contre Gand, par contre. Ouais, ils étaient plus dans les duels au sol, parce que c'était beaucoup moins aérien et tout. Ouais. Mais là, par contre, ils vont en avoir des duels aériens, parce que Fluke, il va à chaque fois centrer sur Scheidler. Ils vont aussi l'utiliser beaucoup comme pivot et tout. Donc, ça va être intéressant. Mais voilà, le 11 que j'alignerai à la place de Vrare. Est-ce que c'est pas le meilleur moment, en fait, pour Charleroi de rencontrer le Standard? Bah si, bien évidemment que c'est le meilleur moment parce que tu t'as des blessés, t'as une forme, c'est même pas une forme parce qu'ils gagnent une fois, ils perdent, hein, comme tu le disais, mais ils viennent de perdre, ils viennent de prendre une grosse claque. Là ici, Charleroi a repris les 3 points, donc reprend un peu de confiance. Donc pour moi, c'est un peu le meilleur moment, mais Charleroi contre le Standard, c'est pas toujours une réussite. Hein. Les 20 derniers matchs, c'est seulement 4 victoires, donc la probabilité était quand même assez minime, mais vu les circonstances, je pense que c'est une bonne occasion pour Charleroi d'aller chercher les 3 points. C'est ça. Après, il y a un truc que tu soulignes pas. À l'heure où on tourne l'émission ici, on ne sait pas encore le résultat du Standard ce soir en Coupe de Belgique. Ouais. Et c'est possible que franchement, je sais pas, mais si le Standard était éliminé de la Coupe de Belgique, c'est un super moment pour Charleroi d'affronter le Standard. Après une défaite 4-0. C'est peut-être pas justement l'inverse? Est-ce que ce serait pas justement la dynamique de revanche qui annihilerait complètement qui ne les annihilerait pas, mais qui les animerait justement? Tu penses que ça peut les enfoncer? Ouais, parce que la Coupe de Belgique, c'est le chemin le plus court pour l'Europe. Et c'est pas le Standard de cette saison qui va aller en Play-off 1. Et je pense avoir après la saison encore très très longue pour le dire. Mais c'est un moment très important, je pense, pour la saison du Standard, ce match contre Beveren, qui est clairement Vrare a vraiment pas intérêt à mettre une équipe B dans ce match-là. Il doit surtout pas sous-estimer l'adversaire. Il fait pas. Quoi? Il y a pas assez de gens. Ouais, mais même il va peut-être en faire tourner dès qu'ils ont un petit pépin physique. Je vois pas Nielsen, par exemple, jouer les 90 minutes ou autre, qui revient de blessure. Peut-être qu'il y a des joueurs, peut-être un Rafiki Saïd qui va peut-être souffler un peu ou autre, mais il doit garder une bonne base parce que c'est un match qui va être très 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 dur et ils doivent faire de la coupe la priorité pour moi. La grande critique, c'est que, concernant cet effectif du Standard, c'est que ces joueurs n'ont pas assez de talent. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse, Xavier? Non, je pense que le talent, il est là, c'est juste qu'il s'exprime pas forcément tout le temps, c'est pas forcément mis toujours dans la bonne condition non plus. Et puis, voilà, Soken, par exemple, le problème, c'est que t'as ton ailier droit qui est suspendu et t'as pas de solution, donc c'est compliqué. Mais je pense que le talent, et quand tu regardes sur papier, l'effectif, avec le 11 titulaire, si personne n'est blessé, il est intéressant. Après, les remplaçants, ça c'est autre chose, mais je te parle juste des 11 titulaires, le talent, il est là. Ils ont leur place, on va dire, je pense. Les 11 titulaires, je pense, leur place dans le top 6 ou 7, enfin, entre 6 et 8, quoi, un truc comme ça. Donc, je pense pas que c'est un manque de talent vraiment dans l'effectif. Le sentiment que j'ai aussi, Thomas, c'est que ces joueurs ne sont pas tous au même rythme. Tu vois, en termes d'intensité, il y a des joueurs qui sont déjà très loin. Il y a des joueurs qui sont peut-être déjà, atteint leur maximum en début de saison. Je pense à Henry. Tu vois, physiquement, il a vraiment démarré très fort et puis il a été blessé. Puis il est en train de retrouver tout doucement un autre rythme. Nielsen, lui, commence à monter en puissance. Je veux dire que physiquement, ils sont pas tous alignés. C'est ça que je veux dire. Ouais, tu vois. Physiquement, ouais, c'est vrai que c'est difficile. Et même, on peut parler aussi d'Abid, par exemple, quand une saison était bon, après il a connu une période creuse. J'ai l'impression que cette équipe, franchement, elle a un vrai potentiel. Il y a un bon effectif, même s'il manque les joueurs par-ci par-là en tant que remplaçant. Mais il y a vraiment du talent dans cette équipe. Mais en effet, ils sont jamais au même niveau, au même moment. Donc c'est compliqué. Il y a toujours des pépins physiques ou des joueurs hors forme ou des suspensions ou des ci ou des ça. Je pense qu'une fois que le 11 sera vraiment formé, que tout le monde sera là, on aura une belle équipe du Standard. Et en attendant, le Standard a le même nombre de points que la RAL, hein. 14 points. Et qu'à un point de Charleroi. Ça va tellement vite. On voit Gain qui est proche du top 3. 4 points du top 6 et à 2 points, je pense, des playdowns. Donc c'est tellement, de toute façon, dans 2 semaines, on dira que le Standard va jouer en playoff, hein, donc, Oui, mais c'est possible, effectivement. Pour le moment, c'est plutôt Zulte Waregem et Malines. Et puis après, la semaine prochaine, ce sera un autre club. C'est une belle équipe, mais ça tiendra pas jusqu'à la fin de saison. Ah, tu crois pas? Tu ne crois pas? Parce que c'était la question de la semaine dernière avec Felice Matsu. Tu n'y crois pas? Non, avec cette, pour l'instant, ils sont en confiance, ils ont une belle équipe, ça joue vraiment bien, on peut pas le nier. Mais sur le long terme, non, je pense pas que ça ira loin. Ok, très bien. Rapidement, votre pronostic. Standard Charleroi. 1-1. 0-1.
1-0. Allez, à vous de nous le dire, bien sûr, dans les commentaires. On note tout. Quel est votre pronostic pour cette rencontre qu'on appelle le derby wallon, qui n'est pas vraiment un derby wallon, mais qui est en tout cas la rencontre auquel vous allez peut-être assister et auquel on aura le plaisir, en tout cas, de revenir la semaine prochaine. Vos pronostics, évidemment, on va lire ça avec grand plaisir. On passe tout de suite à l'instant diable. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé énormément de choses et pas nécessairement en faveur de notre équipe nationale adorée et surtout en faveur de la beauté de notre équipe. Mais juste avant, un petit message à dire du côté de Thomas. C'est l'happening, tout de suite. Ouais, c'est ça, j'avais envie de jouer. Moi, tu vas trop vite dans le bazar. Ouais, je vais trop vite. Ouais, t'inquiète. Non, justement, on a un peu parlé des effectifs de Charleroi du Standard, donc c'est parfait, ça colle vraiment à ce que je vais vous proposer. Je vais vous mettre au défi. Donc le défi de chacun, vous allez le faire chacun son tour. Vous allez prendre 3 joueurs du Standard que vous mettrez dans l'équipe de Charleroi et inversement. T'as raison, j'avais envie de jouer aussi. Voilà. Donc voilà, je te propose de récupérer 3 joueurs du Standard pour mettre dans l'équipe de Charleroi et inversement. On fait ensemble, non? Ça va être plus Ouais, simple. on peut faire ensemble aussi. D'accord, 3 joueurs du Ouais, Standard à peut-être Charleroi. ensemble, ça ira plus vite, Ouais, ouais, en effet. ça ira plus vite. Le premier que je mets à Charleroi, ce sera Abid. Abid. Moi, je mets Omaou parce que je trouve que la défense de Charleroi, il manque quelque chose dans l'axe. Et moi, je mettrai un autre central, donc Oteki ou Karamoko, parce que ouais, la défense de Charleroi, ça va pas, quoi. Mais par contre, ça, je suis pas d'accord avec toi, par Et contre. tu prendrais qui alors, du coup? Je prendrais Karamoko en central. Oui, Et mais on y central. reviendra plus tard. Ouais. Je sais pourquoi t'es pas d'accord, mais ne va pas trop vite dans le Ouais, conducteur. Du coup, ensuite, L'inverse, donc, un joueur de alors, Charleroi, du côté à Standard. oui, à titre oui, au Standard Ah ça oui. manque. Gagon. Fluke. Fluke. Ok, donc du coup, toi tu prends Titraoui et tu enlèves qui de l'équipe? De Charleroi? Non, du Standard, parce que tu remplaces Bah, Titraoui, je- t'enlèves qui? Ah, Du côté Standard. non, mais c'est ce que j'avais dit tout à Ouais. l'heure, j'ai parlé d'Adnan Abid, moi. Oui, non, mais je veux dire. Non, mais là, Titraoui, tu le mets à la place Ouais, de qui tu dans mets à le la 11 du place de qui Standard? dans le 11 du Standard, c'est ça le truc. À la place de qui dans le 11 du Standard? Bah, c'est Eli ou c'est Nielsen, Ouais. quoi. Un des deux. Ouais, je mettrais Nielsen. Nielsen. Donc, Titraoui à la place de Nielsen. Ouais. Toi, tu Moi, mettrais je mets Gagon à la place de Ayensa. Et toi? Moi, je mets Fluke à la place de Ayensa, mais je mets Habib dans l'axe et Fluke sur l'aile. Ok, et pour Charleroi, on peut résumer? Donc, Ouais. Adnan Abid. oui, à la place de À droite, c'est Fluke. 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 Ouais, les Compliqué. Fluke, c'est bon. Je me mouille. Je me mouille. Et moi, je mets Omaou à la place de Ouzou, Keita, d'un des deux. Ouais. Et toi? Ouais, bah, moi Ouais. aussi, Ouais, donc voilà, pareil. un des deux. Ok, top. Ok, merci. On va pouvoir passer à l'instant diable maintenant avec une question de débat importantissime. Et je vais d'abord la poser à Xavier. Ton analyse est hyper importante pour nous. Est-ce que tu es inquiet par la lourde blessure à la fois de Malik Fofana, la lourde blessure de Romelu Lukaku, mais ça on le savait déjà, et surtout de Kevin De Bruyne? Ça a été révélé. Il va passer non loin de ce studio d'ailleurs une intervention chirurgicale. Il sera absent 3 à 5 mois. Il devrait revenir uniquement en avril 2026. 3 mois de blessure avec une grave entorse pour Malik Fofana, c'est dur. Est-ce que tu es inquiet d'ores et déjà pour la qualification à la Coupe du Monde et même pour la Coupe du Monde d'une manière générale? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude chez Xavier? Pour les qualifications, pas du tout, parce qu'on joue contre les 2 derniers de notre groupe qui, à Liechtenstein, ils ont 0 points à 6 matchs, 0 but marqué, 23 encaissés. Donc, tu vas pas me dire que même avec 2 joueurs ou 3 joueurs absents, on n'est pas capable de prendre les 3 points. Surtout qu'on joue à Liège. Hein, Voilà. contre Liechtenstein. Et le Kazakhstan, ils ont juste gagné contre le Liechtenstein, donc ils ont pas fait beaucoup mieux. Donc, on joue les 2 pires adversaires de notre groupe, sans manquer de respect à aucune nation. Et nos 2 concurrents directs, ils jouent l'un contre l'autre. Donc, pour la qualification, honnêtement, moi, j'ai vraiment aucune inquiétude. Pour la Coupe du Monde, peut-être que De Bruyne manquera de rythme ou autre, donc c'est un peu plus embêtant. Mais sinon, voilà, de manière générale, je suis pas trop inquiet. Comme je dis, qualification sans problème. Et Coupe du Monde, au pire de cas, même si De Bruyne manque de rythme, il arrivera frais. Il aura pas fait 50 matchs sur la saison. Donc Oui, c'est mais peut-être bien aussi. Hein. moi je ne le vois pas comme ça. C'est pour ça que je te pose la question. Pour moi, c'est important d'être véritablement inséré dans un effectif et de s'intégrer dans quelque chose qui est en train de grandir. La grande force de Rudy Garcia, on peut lui reprocher d'une certaine manière, mais on doit aussi le dire, c'est qu'il arrivait toujours avec le même 11 de base, avec des joueurs qui se connaissaient pour avoir des véritables automatismes. Là maintenant, s'il arrive en avril, potentiellement, il va rater également les prochaines trêves internationales de mars où il y aura des matchs amicaux, etc. Si tant est que la Belgique ne soit pas en barrage, parce que là, dans ce cas-là, ce sera les barrages pour la Coupe du Monde, c'est problématique aussi pour construire un effectif. Quentin.
Oui, c'est surtout que celui qui doit le plus embêter, c'est Rudy Garcia. Ouais. Parce que comme tu l'as dit, qu'on a déjà parlé ici précédemment, c'est quelqu'un qui aime vraiment bien garder sa même ossature, sa même base. Et là, il y a 3 joueurs de sa base qui sont pas là. Donc il va devoir peut-être un peu innover. Peut-être, ça serait intéressant, pourquoi pas, mettre un peu des petites surprises dans la sélection. Mais j'y crois pas. Je pense qu'il va juste les remplacer par ceux qui étaient juste en dessous dans sa hiérarchie et dans sa tête. Donc je pense pas que ça posera problème. Mais c'est vrai que pour l'esprit de groupe, la dynamique et tout qu'essaye d'instaurer Rudy Garcia, c'est le seul truc qui peut être handicapant. Mais sinon, ici, sans manquer de respect aux 2 adversaires qu'on va affronter au mois de novembre, tu peux mettre le 4e milieu de terrain de la Belgique et tu dois quand même gagner ce match. Hein. À noter également la blessure de Zeno de Bast. Cette semaine, c'est important de le dire. Ça fait quand même 4 Diables Rouges qui sont à l'infirmerie. Ouais. Ouais, ça commence à être compliqué. Je vais pas dire que je m'inquiète pour la qualification parce que ce serait mentir. Mais ouais, c'est Venant de toi, monsieur hyper positif, je ne suis pas étonné. Voilà, je tiens à te le dire. Mais ouais, mais c'est embêtant parce que en effet, on essaie de créer un groupe, une équipe en vue de la Coupe du Monde et j'ai l'impression que c'est à chaque compétition c'est pareil. Une fois c'était Lukaku, une fois c'était Vertonghen. On a déjà eu De Bruyne aussi, on a eu Hazard, donc c'est un peu dommage. Mais bon, là ici pour la prochaine trêve, on aura sûrement un Tielemans, Van Aken, Raskin et après Fofana n'était pas forcément titulaire, donc c'est un petit peu moins grave, même si c'est je sais pas s'il sera apte, mais si c'est pas lui, ce sera sûrement Onana. Mais Onana lui est bien revenu, il a fait un très bon match ce week-end. Et lui du match. Contre Manchester City. Donc peut-être que Tielemans il sera pas encore revenu. Et il choisit toujours ses gros matchs. Amadou, je lui dis à chaque fois, je dis mais toi t'es un joueur à la carte quoi. Il joue des gros matchs. Alors c'est bien parce que la Coupe du Monde, on est sûr et certain, ce sera que des gros matchs, et donc on pourra retrouver le meilleur d'Amadou. Mais c'est vrai qu'effectivement, il était excellent contre après Manchester tu dis City. Coupe du Monde, mais si je me fie au dernier match, Onana sera pas forcément titulaire, je pense. Mais la chance d'Amadou Onana, c'est la blessure de Kevin De Bruyne. Il pourrait retrouver sa place quelque part grâce à ça. À part la Coupe du Monde, s'il te plaît. De Bruyne, il revient en mois de mars-avril. De Bruyne, à Coupe du Monde, il est sur le banc. Non, il est sur le banc, tu veux le voir sur le banc? Non, mais il y a peut-être Van Aken va retrouver le banc à la Coupe du Monde, mais ouais, non, pour l'instant, je m'inquiète pas forcément. Même pour Fofana, c'est léger, hein. C'est pas des grosses blessures non plus, c'est pas des ligaments croisés, donc c'est pas très grave. Non, torse grave, c'est quand même 3 mois d'indisponibilité. C'est pas grave, mais je veux dire, c'est pas une durée de 9 à 12 mois, quoi, je veux dire. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'au niveau de on est encore en pas début de saison, mais on est encore tôt dans la saison, donc c'est pas trop grave. Mais si c'était en avril, par exemple, là, j'aurais. Ça fait peut-être écho à notre débat de la semaine dernière auquel tu n'étais pas, où on se demandait qui était le 2e meilleur ailier. Alors, il y avait des Salemakers par-ci, il y avait des Luke Bakio par là, il était décisif. Toi, justement, t'en penses quoi? Est-ce que ça peut peut-être aussi libérer un peu plus de concurrence pour le côté droit, et notamment le fait que Malik Fofana ne soit pas là, ça permettrait à d'autres de gagner des points aussi contre le Liechtenstein et le Kazakhstan. C'est une culture de l'instant, comme Quentin aime prononcer ce terme. C'est que Fofana, je trouve que cette saison, il avait un bon début de saison, mais là depuis quelques semaines, c'est pas trop ça. D'accord. Et alors que Salemakers, c'est vraiment très bon, même s'il a raté une grosse occasion la semaine dernière. Mais à part ça, je trouve que pour l'instant, je mettrais plus Doku gauche et Salemakers à droite. Salemakers à droite, et donc du coup pour toi, il n'était pas dans l'équation, Malik Fofana. Donc si, parce que avant la trêve précédente, je voulais un Malik Fofana à gauche et Doku à droite. Mais, vu sa blessure déjà, on pourra pas l'utiliser. Et je trouve que Salemakers, c'est nettement plus en forme que Fofana. Allez, vous l'avez compris, donc il n'y a pas grand-chose comme inquiétude, que ce soit de la part de Xavier, de Quentin. Les blessures sont là, on leur souhaite évidemment un prompt rétablissement, et donc ça donnera peut-être aussi l'occasion d'avoir des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir un peu plus, voir aussi les choix de Rudy Garcia. On arrive très vite à la trêve de novembre, donc je suis extrêmement curieux. Les Football Time Awards, les joueurs de la semaine à présent, ils sont relativement différents, et vous l'avez entendu peut-être, Xavier l'a un peu teasé, et on n'est pas forcément tout à fait d'accord sur ce plateau. Je vais commencer par le mien parce que je sais effectivement qu'il va pas être du même avis que moi, mon cher Xavier. Je vais parler de Cheikh Keita. Alors pourquoi? Parce que je trouve que Cheikh Keita, j'ai envie de le récompenser pour son potentiel, le récompenser également pour son but, mais en plus de ça, je suis persuadé que c'est un joueur qui va faire de très grandes choses. Il vient du Stade de Reims, si je ne m'abuse. C'est un joueur qui a quand même une vraie dévotion, et aujourd'hui, c'est un point d'encouragement que je donne. J'aurais très bien pu le donner, par exemple, à Sibbe van der Heyden, qui a mis un doublé, mais je le donne à Cheikh Keita parce que je trouve que c'est un joueur
qui va faire quelque chose. Xavier, je t'écoute. Tu n'étais pas d'accord donc avec mon joueur de la semaine. Si, je suis d'accord avec ton joueur de la semaine. C'est juste parce qu'on parlait quand on changeait les joueurs, c'est quoi, du côté de Charleroi, il fallait faire des choix. Donc au bout d'un moment, je crois que le secteur défensif c'était le secteur le plus faible du côté de Charleroi. C'est pour ça que je faisais les changements à ce niveau-là. Et Cheikh Keita est actuellement le défenseur central le plus faible des 4? Non, le problème c'est qu'on a Mort, c'est pas vraiment un défenseur latéral gauche, donc remplacer Nzita par Mort, c'est un peu, ça vaut pas forcément la peine. De l'autre côté, Fossé Petri. Moi, je prends Nzita tous les jours. Hein. Bah ouais. Pas de On aurait pu prendre ça, ouais. Ça voilà, toi, c'était une possibilité, mais en gros, il fallait prendre quelqu'un en défense, donc c'était plus ça à ce niveau-là. C'est pas par rapport à Keita qui a fait un bon match à ce niveau-là. Ok, super. Ton joueur de la semaine? Moi, c'est Kevin Rodriguez, le joueur de l'Union, qui a souvent été critiqué parce que c'est vrai qu'il est fort maladroit, il a eu beaucoup sa chance et devant le but, il est d'habitude fort maladroit. Mais ce week-end, c'est un peu lui qui sauve l'Union. Tous les attaquants, ils étaient toujours hors jeu, il rate des occasions. Lui, il met 2 beaux buts quand même, qu'il faut aller chercher, donc en sortie de banc, il fait le boulot, il permet à Lyon de prendre les 3 points, donc il méritait d'être mis à l'honneur aujourd'hui. Il lui a fallu 2 ans, hein, 2 saisons pour se mettre enfin dans les bons wagons avec l'Union Saint-Gilloise. Il s'adapte et il marque. C'est bien, Kevin de Rodriguez, on peut compter sur lui maintenant pour aller challenger peut-être Promise David d'ici la fin de saison. Ça reste un remplaçant quand même, on peut le dire, Thomas. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu as 4 attaquants qui peuvent marquer. Et je compte Giger dedans, donc ça fait 4 attaquants. Pas vraiment un attaquant, qui est plus un milieu offensif. Ouais, mais tu vas pas le mettre. Enfin, tu le mets. C'est un faux neuf, quoi. C'est un 9 et demi. Ouais, je sais, mais il peut marquer des buts, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais donc t'as vraiment pas mal d'attaquants qui peuvent marquer, donc je pense qu'il y aura une certaine tournante au fur et à mesure. Et je pense que celui qui marquera le plus, qui sera meilleur en forme, il jouera tout simplement. Et attention, c'est la grande surprise. Hein. Le joueur de la semaine de Thomas. Ça y est, personne ne le sait. Mais il va nous le révéler en exclusivité. Je vous jure, même encore là, à ce moment-là, j'hésite entre 2 joueurs. Ok, d'accord. On va passer à quelqu'un. Il fait encore la star, comme d'habitude. C'est lui, carrément. Il est plus une star que nos guests et nos consultants. C'est magnifique. On embrasse d'ailleurs Felice Mathieu. Félicitations à lui dans ce magnifique défi face pour évidemment le nouveau travail auquel il va devoir, je dirais, faire face. Remplacer David Hubert du côté d'OHL. Quentin. Alors pour moi c'est Peano de la Louvière. Marcos Peano. Exactement. Si, sa parade à la 95e qui rapporte un point. Incroyable. Oh, magique. Rodowski, franchement j'avais dedans. Elle est incroyable. Ce qu'il a réussi à faire, c'est incroyable. Et son ratio de clean sheet cette saison, c'est quelque chose. Hein. C'est très 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 fort. C'est plus un être humain, c'est un félin. C'est très très fort. Il est parti chercher ce ballon. C'est souvent un des plus petits gardiens, je pense, du championnat. Hein. Ouais, mais tout est dans les abdos, tout est dans l'explosivité. Il est allé la chercher. Oh, c'est vraiment aller chercher la toile d'araignée, incroyable, quoi. Magnifique. J'ai vu un arrêt à la Courtois. Hein. Ouais. Franchement, j'ai vu un arrêt à la Courtois qui va s'étendre et la chercher en lucarne, alors que c'est pas du tout la même taille. Hein. Et ça fait écho, évidemment, au joueur de la semaine que j'avais donné pour le match de la RAL face à Bruges. Et toi, tu fais aussi écho à chaque fois des grandes rencontres dans les matchs importants. Donc ça aussi, ça peut vraiment sauver la RAL. Ils sont vraiment bien partis pour être maintenus. Ils arrivent avec très peu d'ambition dans ce match. Ils se concentrent. Ils jouent de manière extrêmement défensive. Ils arrivent à saisir les opportunités pour marquer des buts. Et derrière, ça va récupérer un petit point du côté de Genk. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Mon joueur? Non. Je te laisse encore réfléchir parce que visiblement il te faut 6 ans. Non, j'ai tranché là. C'est bien. Mais non, la Louvière, pour revenir à Louvière, la Louvière fait une bonne saison à sa manière, mais aussi à long terme, je reste sur mes positions. Je trouve ça n'ira pas forcément très loin. C'est juste que Dender est vraiment très faible cette saison. Et non, je pense que c'est quand je regarde toutes les autres équipes, je vois pas sur le long terme une équipe qui pourrait être en dessous, enfin au-dessus d'eux. Enfin, en dessous, pardon, parce que je vois Dender et après je vois la Louvière. Et après les autres équipes, je les vois au-dessus. J'ai un peu du mal à positionner la Louvière en haut pour l'instant, même si c'est le cas, hein, mais... formellement, ce moment, ils ont gagné plus de points que d'autres dans les matchs importants. Ouais, je sais, mais avec... Il y a un problème, c'est qu'ils font trop de nuls. Ouais, c'est ça, mais avec le nouvel entraîneur du côté de l'OHL, Mazou, je pense que ça va redynamiser la chose, il va enfin donner quelque chose de bien à cette équipe de Louvain, surtout s'il fait jouer Youssef Maziz. Donc non, je pense que cette équipe elle va monter aussi cette saison, et après je vois pas d'autres équipes à part le Cercle, peut-être qu'ils pourraient éventuellement finir en dessous de la Louvière, mais à part ça je vois pas d'autres équipes. Ton joueur de la semaine, Thomas, ça y est. J'ai tranché. Vas-y. J'ai hésité entre Ross Sykes. Vu que j'en ai déjà parlé,
Je vais quand même opter pour Lint Odor. Waouh, il nous l'a dit, enfin, Lint Odor, magnifique, bravo Thomas. Il a réussi à sortir un nom de joueur de sa bouche. C'est magnifique après une semaine le cycle de d'analyse. suspense que je mets en place, c'est terrible. Extraordinaire, extraordinaire Lint Odor, milieu de terrain du club de Bruges qui avait prolongé récemment d'ailleurs. Tout à fait, j'en ai déjà parlé souvent lors des émissions précédentes, aussi bien cette saison que la saison dernière. Je trouve que c'est un excellent joueur, vraiment j'adore ce joueur-là. On voit aujourd'hui pourquoi l'Union a voulu le recruter l'été dernier. Il a dû remplacer Onyedika. On a plutôt opté pour Sissi Sandra les semaines précédentes. Mais là, je pense que jusqu'au retour d'Onyedika, on verra Odor parce qu'il a vraiment fait un match très bon, vraiment très complet. C'est un excellent milieu de terrain et j'ai hâte de voir les prochains matchs du club de Bruges pour le voir. Eh bien, magnifique. Vous avez donc maintenant les 4 joueurs de la semaine. Cheikh Keita, Marcos Peano, Lint Odor et Kevin Rodriguez pour Xavier. Évidemment, on vous donne rendez-vous sur X et sur Instagram. Choisissez le joueur de la semaine. Et puis dites-le nous, peut-être, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, pour ceux qui nous écoutent en podcast, n'hésitez jamais. C'est important aussi d'avoir vos avis et surtout 5 étoiles. Bon, je le dis jamais, mais cette fois-ci, je voulais le dire. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent en podcast également, donc c'était important de le souligner. On fait un petit tour sur le classement général, Thomas? Ouais, il y a mon joueur de la semaine dernière de Super Game, Jeppe Ehrenberg. Waouh, il a dit super bien, avec un accent néerlandais alors qu'il est danois. Fantastique. Donc lui a pris le point bonus, donc on reste sur un tas de joueurs avec 2 points. Tout le monde a 2 points. Ouais. Ça se tape, c'est vraiment très serré. Et donc pour le moment, pas encore de joueurs qui véritablement se dégagent. D'ailleurs, pour revenir à mon joueur, Lint Odor, il me fait penser à un joueur que tu apprécies plutôt bien. Pour moi, c'est un futur Nicolas Raskin. Ouh, futur Nicolas Raskin. Vous allez très loin avec Nicolas Raskin. Vous allez très loin. Je vois un futur petit Nicolas Raskin, même type de jeu, même type de combativité, de personnalité. Mordeur de mollet. Il nous en manque des joueurs comme ça. On avait à l'époque Raja Nainggolan. Je le vois bien devenir comme ça. Eh ben super, merci pour ton analyse, on va se laisser là-dessus. N'oubliez pas, comme d'habitude, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, on like et on s'abonne, c'est hyper important. Merci pour les 10 000 abonnés, je pensais que c'était une araignée, non, c'est un trophée. Ben oui, bien sûr, on se termine là-dessus. Merci Xavier. Avec plaisir. Bisous au chat, bisous au bébé, comme d'habitude. Bisous aux tortues. Thomas, bisous aux tortues. Bisous aux tortues. Extraordinaire. Il est dans le troll du début à la fin de l'émission. Thomas, le troll suprême et l'antagoniste que l'on aime. Il nous avait manqué. Quentin, merci. Merci à toi. On se voit très vite. Peut-être vendredi d'ailleurs. Tous les deux, on ira peut-être au stade Standard Charleroi. On s'en reparle après l'émission. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'était le Football Time. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!